Imaginez vous réveiller un matin en étant la femme la plus puissante de l'un des empires les plus anciens de la Terre. Propriétaire de palais, de bijoux valant des fortunes, admirée par des rois et des présidents, photographiée par les plus grands magazines du monde. Et le lendemain, fuir dans l'obscurité, sans savoir si vous reverrez jamais votre foyer, vos enfants agrippés à vos mains, tandis qu'une foule en furie incendie tout ce qui fut un jour le vôtre. Ce n'est pas un roman. C'est ce qui est arrivé à une femme bien réelle, née à Téhéran un matin d'octobre 1938. Dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et restez avec nous, parce que l'histoire que nous allons raconter n'est pas seulement celle d'une impératrice. C'est l'histoire d'une femme qui a aimé profondément, qui a cru profondément, qui a tout perdu profondément. Une femme qui a vu son monde détruit par l'histoire, et qui a pourtant continué à se tenir debout. Elle s'appelait Farah Diba, et sa vie commença d'une manière que personne n'aurait pu imaginer se terminer comme elle se termina. Téhéran, 1938. La ville était encore un endroit où l'ancien et le moderne coexistaient dans une tension silencieuse. Les mosquées et les bazars centenaires partageaient leurs rues avec les premières automobiles et les premiers costumes occidentaux. L'Iran vivait sous la domination de la dynastie Pahlavi, fondée à peine une décennie plus tôt par Reza, le père de l'homme qui allait plus tard changer la vie de Farah pour toujours. C'est dans ce Téhéran-là que naquit Farah, fille unique du capitaine Sohrab Diba et de son épouse Farideh Godbi. Sa famille appartenait à une classe moyenne éduquée et respectable, ni à l'aristocratie, ni à la noblesse, mais à ce monde de personnes qui valorisaient la culture, le savoir et le raffinement. Son père avait des racines azéries iraniennes, et sa mère venait des côtes de la mer Caspienne, de cette région appelée Djilan, où les paysages verdoyants contrastent avec le bleu profond de l'eau. La petite Farah grandit dans un foyer où l'éducation était sacrée. Elle étudia d'abord à l'école italienne de Téhéran, puis passa à l'école française Jeanne d'Arc, et plus tard au lycée Razi. Dès l'enfance, Farah absorba les langues, la culture, l'art. Elle apprit à aimer la musique, l'architecture, la peinture. C'était une enfant curieuse, intelligente, les yeux toujours ouverts sur le monde. Mais lorsque Farah n'avait que 9 ans, son monde fut ébranlé pour la première fois. Le capitaine Sohrab Diba, son père, mourut. Farah fut confiée aux soins de sa mère, une femme forte, qui refusa de laisser l'adversité écraser sa fille. Ce fut peut-être cette perte précoce qui forgea en Farah quelque chose qui l'accompagnerait toute sa vie, une capacité à résister à la douleur sans se briser, une dureté intérieure dont elle aurait besoin, avec les années, bien plus qu'elle ne pouvait alors l'imaginer. La jeune Farah termina ses études à Téhéran avec des résultats brillants, et c'est alors, à ce moment où la vie ouvre ses portes comme un horizon sans limite, qu'elle prit une décision qui allait tout changer. Elle décida d'aller étudier l'architecture à Paris, non dans une université quelconque, mais à l'école spéciale d'architecture, l'une des écoles de design les plus prestigieuses d'Europe. Paris, 1958. La ville lumière, le monde de l'art, de la mode, de la culture. Farah Diba avait 20 ans, parlait français couramment et marchait dans les rues de Montparnasse avec la sensation que sa vie commençait enfin pour de vrai. Elle étudiait avec passion, rêvait de concevoir des bâtiments, de créer des espaces où les gens vivraient mieux, de contribuer au développement de son pays. C'était une étudiante engagée, pleine d'idéaux, une jeune Iranienne dans la ville la plus cosmopolite du monde, libre, cultivée, heureuse. Personne ne lui avait dit que le destin lui avait préparé une histoire entièrement différente. L'ambassade d'Iran à Paris était, dans ces dernières années de la décennie 1950, l'un des salons les plus élégants de la ville. Des fonctionnaires diplomatiques, des intellectuels persans exilés en Europe, des artistes et des étudiants iraniens s'y réunissaient avec une certaine régularité pour maintenir vivant ce lien invisible qui unit ceux qui sont loin de leur terre. Ce fut lors d'une de ces réceptions, à la fin de l'année 1958, que la vie de Farah Diba bascula de manière irréversible. Ce soir-là, quelqu'un la présenta à un homme qu'elle connaissait probablement déjà de nom, car il était impossible d'être iranien et de ne pas connaître ce nom. Mohammad Reza Pahlavi, le Shah d'Iran, le roi des rois, le souverain de l'Empire perse. La présentation fut faite par Ardeshir Zahedi, gendre du Shah, homme influent à la cour impériale. Il n'existe aucun témoignage précis permettant de savoir si cette rencontre fut préméditée ou fortuite, si elle fut cherchée ou simplement le résultat de cette étrange alchimie que la vie produit parfois sans prévenir. Ce qui est certain en revanche, c'est que le Shah regarda cette jeune étudiante
et que quelque chose changea en lui. Mohammad Reza Pahlavi avait alors 39 ans. C'était un homme qui portait le poids énorme de gouverner l'un des pays les plus complexes du monde. Héritier d'une dynastie jeune mais ambitieuse, allié de l'Occident en pleine guerre froide, réformateur convaincu, homme d'un pouvoir absolu. Mais c'était aussi, à ce moment de sa vie, un homme seul. Il avait été marié 2 fois. Sa première épouse fut la princesse Fawzia d'Égypte, sœur du roi Farouk, qu'il épousa en 1939. Ils eurent une fille, la princesse Shahnaz, mais Fawzia ne lui donna pas l'héritier mâle nécessaire pour assurer la continuité de la dynastie. Et le mariage échoua en 1948. Vint ensuite Soraya Esfandiari, une beauté légendaire aux yeux verts que les poètes comparaient à la couleur des forêts du nord de l'Iran. Soraya était adorée, photographiée, admirée, mais elle avait un problème qui, dans la logique d'une monarchie, était dévastateur. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Les médecins le confirmèrent après des années de tentatives et de traitements. Et le Shah, qui avait besoin d'un héritier, prit la décision la plus douloureuse de sa vie, dissoudre ce mariage en 1958. Soraya fut dès lors surnommée la princesse aux yeux tristes, et ce surnom disait tout ce qu'il y avait à dire. Et alors apparut Farah Diba, jeune, cultivée, en bonne santé, pleine de vie, une femme qui ne venait ni de la noblesse, ni des familles royales du Moyen-Orient, mais de la classe moyenne éclairée iranienne. Quelqu'un qui avait choisi par elle-même d'étudier l'architecture à Paris, qui parlait français, qui aimait l'art, quelqu'un de complètement différent des épouses précédentes. Le Shah la courtisa, les visites se multiplièrent, les rencontres à l'ambassade devinrent plus fréquentes, et à l'automne 1959, il demanda sa main. Farah, qui avait alors 21 ans, dit oui. Que ressentait une jeune femme de 21 ans en devenant la fiancée du Shah d'Iran? Dans ses mémoires, Farah écrirait des années plus tard que ce fut un mélange d'émerveillement, de peur, de responsabilité et aussi d'amour sincère. Ce n'était pas une transaction politique, même si elle avait d'immenses implications politiques. C'était, au fond, l'histoire d'une jeune femme qui tomba amoureuse d'un homme complexe et puissant. Le mariage fut célébré le 21 décembre 1959 au palais du Golestan à Téhéran, l'un des édifices les plus magnifiques de toute l'histoire perse. C'est l'endroit où les mosaïques et les miroirs créent un monde de géométrie et de lumière qui semble sorti des 1001 nuits. La robe de Farah fut dessinée par Yves Saint-Laurent, l'un des grands couturiers du XXe siècle. C'était une robe de soie ivoire, brodée d'or et de perles, avec une traîne qui s'étendait sur plusieurs mètres derrière elle. Sur sa tête, le diadème de diamant Nour ol-Ain, l'une des parures les plus anciennes et les plus précieuses du trésor impérial iranien, dont le nom signifie en persan « la lumière des yeux ». Les photographies de ce mariage firent la couverture des magazines du monde entier. Farah Diba passa du statut d'étudiante en architecture à Paris à celui de sujet de conversation des salons les plus sophistiqués de la planète. La presse internationale l'appela la jeune reine d'Iran, et ce titre capturait parfaitement quelque chose qui allait au-delà du protocole. Il y avait en elle une fraîcheur, une naturelle, une authenticité qui la distinguait des figures royales habituelles. La cérémonie comprit le rite islamique du nikah, le contrat matrimonial qui, dans la tradition islamique, établit les droits et les devoirs de chaque époux, suivi d'un banquet qui dura des heures. Mais Farah se souviendrait toujours d'un petit détail comique au milieu de toute cette magnificence. À un moment de la cérémonie, on s'aperçut qu'il n'y avait pas d'alliance pour le Shah, un détail mineur en apparence, mais que la mariée n'oublierait jamais. C'est ainsi que commença une histoire qui durerait 20 ans, traverserait des continents, survivrait à des révolutions et perdurerait bien au-delà de l'exil et de la mort. Lorsque Farah Diba franchit les portes du palais Niavaran à Téhéran en tant qu'épouse du Shah, elle entra dans un monde d'une complexité qu'aucune école d'architecture à Paris n'aurait pu lui enseigner. La cour impériale iranienne était un organisme vivant, plein de hiérarchies invisibles, d'intrigues silencieuses, de loyauté et de trahison qui circulaient comme des courants souterrains. Dans les premiers mois, son rôle fut principalement cérémoniel. Elle apparut aux côtés du Shah lors de réceptions diplomatiques, d'inaugurations, de visites d'État. Elle fut photographiée dans des tenues de haute couture avec des bijoux qui valaient plus que bien des immeubles. Les médias l'adoraient. Le peuple iranien en général aussi. Il y avait en elle quelque chose qui se connectait aux gens d'une manière que les épouses précédentes du Shah n'avaient jamais réussi à atteindre. Mais Farah n'était pas une femme qui se contentait d'être décorative. Elle avait de l'éducation, des idées,
une préoccupation sincère pour le bien-être de son pays, et très vite elle commença à construire un espace qui lui était propre au sein de la structure rigide de la monarchie. En octobre 1960, à peine 10 mois après le mariage, naquit le premier-né, le prince Reza. Pahlavi était l'héritier que le Shah attendait depuis des décennies, l'enfant qui assurait la continuité de la dynastie. La naissance fut célébrée dans tout l'Iran avec des feux d'artifice, des salves de canon, des jours de fête nationale. Farah, qui avait accompli sa principale mission dynastique en moins d'1 an de mariage, gagna avec cette naissance une position de force qu'aucune de ses prédécesseurs n'avait jamais connue. 3 autres enfants suivraient. En 1963, naquit la princesse Farhanaz. En 1966, le prince Ali Reza, et en 1970, la petite Leila, la benjamine de la famille. 4 enfants, une famille qui grandissait au cœur de l'un des palais les plus opulents du monde. Avec la maternité, vint aussi l'ambition de laisser une empreinte réelle en Iran. Farah comprit que sa position lui conférait une capacité d'influence considérable, et elle décida de l'utiliser. Elle devint une mécène active des arts, de la culture et du patrimoine historique iranien. Elle fonda des musées, soutint des festivals de cinéma et de théâtre, promut les échanges culturels avec l'Europe. En 1961, lors d'une visite en France, elle établit une relation personnelle avec André Malraux, alors ministre de la Culture du gouvernement de Gaulle, ce qui donna naissance à un programme d'échange de pièces artistiques entre musées iraniens et français qui dura des décennies. L'une de ses initiatives les plus significatives fut la fondation de l'université Pahlavi, destinée en particulier à améliorer l'accès des femmes iraniennes à l'enseignement supérieur. C'était la première université de style nord-américain en Iran, rompant avec le modèle français qui dominait jusqu'alors le système universitaire iranien. C'était aussi un signal de la direction dans laquelle Farah voulait orienter son influence, vers la modernisation, vers l'égalité, vers un Iran tourné vers l'avenir. Elle parcourut également le pays de bout en bout, visitant des villages reculés dans les montagnes du nord, des communautés paysannes dans le sud aride, des hôpitaux et des écoles dans les régions les plus oubliées. Elle s'assit pour manger avec les plus humbles, écouta leurs problèmes, porta leurs requêtes directement au Shah. C'était une figure publique sincèrement engagée, et cela lui valut une popularité qui allait bien au-delà du protocole. Tout ce travail fut reconnu de manière officielle le 26 octobre 1967 lors des grandes cérémonies de couronnement au palais du Golestan. Ce jour-là, Mohammad Reza Pahlavi fut couronné pour la première fois Shah de manière officielle, dans une cérémonie d'une magnificence difficile à décrire. Mais le moment le plus singulier de cette journée fut autre. Pour la première fois dans l'histoire de l'Iran, le Shah posa la couronne sur la tête de son épouse. Farah Diba devint ainsi la Shahbanou, l'impératrice d'Iran. C'était le premier titre de ce rang accordé à une femme dans l'histoire de l'Iran moderne. Et avec lui vint quelque chose d'encore plus inhabituel. Le Shah la désigna comme régente officielle de l'Empire, au cas où il mourrait, avant que son fils Reza n'ait atteint ses 21 ans. Dans une monarchie du Moyen-Orient, dans le contexte du XXe siècle, cette nomination était en elle-même un acte révolutionnaire. Farah l'accepta avec la solennité que le moment exigeait, mais en son fort intérieur, il y avait peut-être quelque chose qui allait au-delà du protocole. La conscience que ce pouvoir n'était pas seulement un honneur, mais aussi une responsabilité immense, un fardeau qui pouvait devenir le poids de toute une histoire. Les années 60 et 70 furent l'âge d'or de l'Empire Pahlavi. Le pétrole coulait en quantité qui faisait de l'Iran l'un des pays les plus riches du monde. Téhéran se transformait à une vitesse vertigineuse. Des gratte-ciel là où il y avait des bazars, des autoroutes là où il y avait des sentiers, des universités, des hôpitaux, des centrales électriques, des usines. Le Shah avait une vision ambitieuse qu'il appela la Révolution blanche, un programme de modernisation économique et sociale qui comprenait la redistribution des terres, le droit de vote pour les femmes, l'industrialisation du pays et l'expansion de l'enseignement public. Farah était le visage humain de cette transformation. Tandis que le Shah négociait avec des présidents et des rois, elle parcourait des hôpitaux pour lépreux et des écoles rurales. Tandis qu'il signait des décrets sur la production pétrolière, elle inaugurait des musées et des festivals de cinéma. Ils étaient les deux faces d'un même pouvoir, deux langages différents pour communiquer la même ambition, faire de l'Iran un géant moderne du XXe siècle. La vie à la cour impériale était d'une opulence qui semblait presque irréelle pour qui la contemplait de l'extérieur. Les palais de la famille impériale, le Niavarin à Téhéran
et le Saadabad, dans les collines au nord de la ville, étaient des univers autonomes avec des jardins extraordinaires, des collections d'art d'une valeur inestimable, une nombreuse domesticité, des cuisines qui préparaient des banquets pour des centaines d'invités. Farah commandait ses tenues aux grands couturiers parisiens, Givenchy, Dior, Balenciaga, Chanel. Ces bijoux étaient des pièces historiques du trésor impérial iranien, certaines vieilles de plusieurs siècles. Le collier de rubis qui avait appartenu à des reines perses 300 ans plus tôt. Les bracelets d'émeraude qui brillaient sur les photographies comme de petits soleils verts. En octobre 1971, le Shah organisa ce que beaucoup considèrent comme la célébration la plus extravagante du XXe siècle, la commémoration du 2500e anniversaire de l'Empire perse à Persépolis, l'ancienne capitale de l'Empire achéménide, dont les vestiges millénaires s'élèvent encore aujourd'hui dans la province de Fars, témoin muet d'une grandeur que personne n'a jamais égalée. Pendant 3 jours, les dirigeants les plus puissants du monde se réunirent dans des tentes construites spécialement pour l'occasion, conçues par les meilleurs décorateurs de Paris et équipées de tous les luxes imaginables. Les repas furent préparés par le restaurant Maxims de Paris, qui envoya ses meilleurs chefs. Le vin était du château Petrus Rothschild. Les fleurs arrivaient chaque matin par avion depuis les Pays-Bas. Le coût total de ces festivités fut estimé à 300 millions de dollars, une somme qui, en 1971, était tout simplement astronomique. Farah présida ces célébrations avec une élégance qui impressionna même ceux qui en avaient déjà beaucoup vu. Vêtue de blanc, la couronne impériale sur la tête, elle reçut des rois, des présidents, des premiers ministres et des empereurs dans ce décor de colonnes millénaires, illuminé par des torches. Ce fut le moment de plus grand éclat de la monarchie Pahlavi. Et aussi, bien que personne ne le sût alors, l'un de ses derniers moments de gloire. Car tandis que Persépolis brillait d'une lumière visible de loin, dans les villes iraniennes grandissait une obscurité d'une autre nature. Les commerçants des bazars et les clercs religieux, qui n'avaient pas été invités à ces célébrations, regardaient avec un mélange d'étonnement et de ressentiment. Les étudiants universitaires, formés dans les mêmes universités que Farah avait contribué à construire, lisaient Marx et écoutaient un ayatollah exilé en Irak, dont le nom commençait à circuler comme un murmure qui se faisait plus fort d'année en année. Ce nom était Khomeini. Le Shah savait qu'il y avait des tensions. Il savait que la modernisation rapide avait créé des gagnants et des perdants, que la richesse pétrolière n'atteignait pas de manière égale tous les coins du pays, que les réformes qui lui semblaient évidemment bonnes n'étaient pas perçues de la même façon par tous les Iraniens. Mais il sous-estima la profondeur de ce mécontentement, et cette sous-estimation allait coûter très cher. Farah, de son côté, continuait à travailler. Elle inaugurait des hôpitaux, voyageait dans des provinces reculées, recevait des artistes et des écrivains dans ses salons, construisait son image d'impératrice engagée envers son peuple. Elle était sincèrement populaire auprès de larges pans de la société iranienne, en particulier parmi les femmes qui avaient gagné des droits grâce à la Révolution blanche. Mais elle aussi, comme le Shah, vivait à l'intérieur d'une bulle de pouvoir qui empêchait parfois de voir clairement ce qui se passait au-delà des murs des palais. Les années 70 avançaient. Le pétrole continuait de couler, les palais continuaient de briller. Et quelque part dans l'histoire, l'horloge avançait vers une minuit que personne à la cour impériale ne voulait voir arriver. 1978, l'année où tout commença à se fissurer. Pas d'un coup, pas avec un fracas unique, mais comme se fissure la glace au printemps. D'abord une fêlure presque invisible, puis une autre, puis le bruit sourd de quelque chose qui se brise de l'intérieur. Les manifestations commencèrent en janvier de cette année-là, dans les villes religieuses du sud de l'Iran. Des groupes d'étudiants et de fidèles musulmans descendirent dans les rues pour réclamer le retour de l'ayatollah Rouhollah Khomeini, qui était en exil depuis plus de 15 ans, d'abord en Irak, puis en France, d'où il envoyait des messages enregistrés sur cassette qui circulaient clandestinement dans tout le pays. La voix de Khomeini parvenait aux marchés, aux mosquées, aux cuisines des foyers iraniens. C'était une voix qui parlait un langage entièrement différent de celui du Shah. Elle ne parlait pas de modernisation, ni de pétrole, ni d'alliance avec l'Occident. Elle parlait d'islam, de justice divine, de la corruption des riches, de l'humiliation des pauvres. Et ce langage résonnait chez des millions d'Iraniens qui étaient restés en dehors du partage de la richesse pétrolière. Le Shah répondit, comme il avait toujours répondu, par la SAVAK, sa police secrète, par des arrestations, par la répression. Mais cette fois, la répression ne fit qu'alimenter la colère. Les martyrs se multipliaient, les foules dans les rues grossissaient, et le Shah,
qui en ces mois-là commençait à ressentir les premiers symptômes de la leucémie qui le tuerait 2 ans plus tard, prenait des décisions erratiques qui semaient la confusion aussi bien chez ses alliés que chez ses adversaires. Dans les palais impériaux, Farah vivait ces mois avec une angoisse croissante qu'elle s'efforçait de ne pas montrer en public. Elle recevait des rapports contradictoires. Certains lui disaient que la situation était maîtrisable, d'autres l'avertissaient que le pays leur échappait. Elle voyagea dans des provinces, parla à des gouverneurs et à des chefs religieux, tenta de tendre des ponts, mais les ponts ne rejoignaient plus les 2 rives. En septembre 1978, se produisit ce que l'on appelle le Vendredi noir. Des troupes de l'armée ouvrirent le feu sur des manifestants sur la place Djaleh à Téhéran. Le nombre exact de morts fut et reste contesté, mais ce qui ne souffre aucune contestation, c'est l'effet que cela eut sur la psychologie collective du pays. Ce fut le point de non-retour. L'illusion qu'il pouvait y avoir un dialogue, une réforme, une transition pacifique s'évanouit ce jour-là. Le Shah décréta la loi martiale, nomma un gouvernement militaire, fit des gestes d'ouverture qui arrivaient trop tard. Et pendant ce temps, les rues de Téhéran, de Mashhad, d'Ispahan, de Shiraz se remplissaient de millions de personnes qui ne demandaient plus des réformes. Elles demandaient la chute de la monarchie. Farah ne dormait plus. Dans ses mémoires publiées bien des années plus tard sous le titre « Un amour éternel », elle décrivit ces semaines comme les plus longues de sa vie. Des conversations interminables avec le Shah dans la nuit, tandis que le bruit des manifestations parvenait étouffé depuis les rues. Des appels de présidents et de premiers ministres occidentaux qui commençaient à prendre leur distance avec le régime qu'ils avaient soutenu pendant des décennies. La sensation, qui grandissait de jour en jour, que quelque chose d'irréversible était en train de se produire. Ses enfants étaient jeunes. Reza avait 18 ans, Farhanaz 15, Ali Reza 12, et la petite Leila à peine 8. Farah les regardait et pensait à ce qui allait venir. Elle les envoyait étudier quand elle le pouvait, essayait de maintenir une certaine normalité pour eux, mais les enfants percevaient ce que les adultes taisaient. En décembre 1978, durant les jours sacrés de Muharram, le mois du deuil dans l'islam chiite, les manifestations atteignirent une ampleur sans précédent dans l'histoire moderne de l'Iran. Des millions de personnes descendirent simultanément dans les rues, dans tout le pays. L'économie était paralysée. L'armée, décimée par les désertions, n'était plus fiable. Les alliés occidentaux avaient silencieusement abandonné le Shah. Le 16 janvier 1979, Mohammad Reza Pahlavi quitta le palais Niavaran pour la dernière fois. Il tenait dans sa main une poignée de terre iranienne qu'un aide de camp lui avait apportée des jardins du palais. À l'aéroport, il pleura. Son épouse, l'impératrice, voyageait à ses côtés. Tous deux savaient, même s'ils ne le disaient pas avec ces mots-là, qu'il n'y avait pas de retour en arrière. L'avion décolla au-dessus de Téhéran. En bas, la ville qui avait été le centre de leur monde pendant des décennies se fit petite, puis floue, puis invisible dans les nuages de janvier. Farah regarda par le hublot jusqu'à ce qu'il n'y eût plus rien à voir. Il y a dans l'exil quelque chose qu'aucun mot ne peut tout à fait saisir. C'est une sensation physique et concrète, qui va bien au-delà de la mélancolie ou de la nostalgie. C'est la sensation de marcher sur un sol qui peut disparaître sous vos pieds à n'importe quel moment. C'est vivre dans un présent permanent, sans passé que vous puissiez toucher, et sans avenir que vous puissiez imaginer clairement. Farah Diba connut cette sensation en janvier 1979, et elle ne l'abandonnerait plus jamais tout à fait. Si cette histoire vous touche, si vous ressentez le poids de ce que cette femme a traversé, prenez un instant pour laisser un like. C'est une façon simple de dire que ces vies méritent d'être connues et rappelées. La première étape fut le Maroc. Le roi Hassan II offrit l'asile au Shah et à sa famille avec une générosité qui contrastait avec la timidité de ceux qui, pendant des années, avaient appelé ami le monarque iranien. Téhéran, le palais Niavaran, les jardins, les serviteurs, les protocoles de la cour, tout restait derrière eux. À Marrakech, dans la villa que le roi Hassan leur céda, la famille impériale iranienne commença à découvrir ce que signifiait dépendre de l'hospitalité d'autrui. Mais le monde se réorganisait rapidement. Le 1er février 1979, Khomeini rentra à Téhéran dans un vol d'Air France qui fut suivi par des millions d'Iraniens comme s'il s'agissait du retour d'un prophète. Les caméras de télévision du monde entier captèrent la scène. L'avion atterrissant, la foule en délire, le vieillard à la barbe blanche et au turban noir descendant la passerelle avec la solennité de celui qui sait qu'il entre dans l'histoire. Le 16 février de cette même année,
la République islamique fut proclamée officiellement. La monarchie perse, qui sous une forme ou une autre avait existé pendant 25 siècles, venait de cesser d'exister. Dans la villa marocaine, l'impératrice écouta les nouvelles à la radio. Il n'existe pas de témoignage précis de ce qu'elle ressentit à ce moment-là, mais il y a quelque chose qu'elle dirait elle-même des années plus tard dans une interview, et qui capture l'état de son âme en ces jours-là. Qu'elle se sentait parfois comme si elle avait 200 ans. Le Maroc ne pouvait pas être la destination permanente. Les pressions politiques et diplomatiques rendaient la présence du Shah en territoire africain de plus en plus inconfortable. En juillet 1979, la famille se déplaça aux Bahamas, un archipel des Caraïbes, paradis des touristes et des fortunes offshore, pas exactement l'endroit le plus indiqué pour qu'une famille impériale iranienne trouve la paix qu'elle cherchait, mais c'étaient les seuls qui les accueillaient. Puis le Mexique. Puis une visite aux États-Unis qui fut entourée d'une immense polémique. Le Shah avait besoin d'un traitement médical urgent pour sa leucémie, et le gouvernement de Jimmy Carter, tiraillé entre la compassion humanitaire et la peur des représailles du nouveau régime à Téhéran, autorisa l'entrée du Shah sur le territoire américain. Ce fut une décision qui allait déclencher des conséquences qui changeraient le monde. Le 4 novembre 1979, un groupe d'étudiants iraniens prit d'assaut l'ambassade des États-Unis à Téhéran et prit en otage 52 diplomates américains. La crise des otages durerait 444 jours, humilierait le gouvernement Carter et remodèlerait la politique étrangère américaine pendant des décennies. Et elle eut comme détonateur direct la présence du Shah sur le sol américain pour y recevoir des soins médicaux. Pour Farah et le Shah, tout cela signifiait que chaque pays qui les accueillait devenait un problème diplomatique. L'Équateur les reçut brièvement, puis le Panama. Le Shah se détériorait physiquement de manière visible. La leucémie progressait. Les traitements ne donnaient pas les résultats escomptés. L'homme qui avait gouverné l'un des pays les plus puissants du Moyen-Orient s'éteignait avec la rapidité des choses qui n'ont plus de raison de continuer à brûler. Farah l'accompagnait en tout. Elle le soignait, le protégeait, l'aidait à se déplacer, à parler avec les médecins, à maintenir une certaine dignité face aux rares visiteurs qui venaient encore. Elle n'était plus seulement son épouse, mais aussi son soutien. Dans ses mois d'exil, dans ses chambres d'hôtel et de villas prêtées qui sentaient l'étranger, la relation entre eux atteignit une intimité et une profondeur qu'ils n'avaient peut-être pas connues dans les années de gloire, quand le protocole mettait de la distance entre tout et tous. Ce fut finalement l'Égypte qui les accueillit de manière définitive. Le président Anwar el-Sadat, homme d'un courage politique qui lui coûterait la vie, offrit au Shah refuge sans condition et sans pression diplomatique. Il les installa au palais Koubba du Caire, une résidence digne et spacieuse, où ils pouvaient au moins vivre dans une certaine paix. Mais il était trop tard pour la paix. Le corps du Shah se rendait. L'été 1980 arriva au Caire avec une chaleur accablante. Mohammad Reza Pahlavi, alité dans sa chambre du palais Koubba, pouvait à peine parler. Ses yeux, qui avaient regardé en face les hommes les plus puissants du monde, avaient désormais cette qualité vitreuse des yeux de celui qui regarde déjà depuis un seuil. Farah ne le quitta pas durant ces dernières semaines. Elle dormait peu, mangeait moins, passait des heures assise à son chevet, à lui tenir la main. Ses enfants étaient arrivés des 4 coins du monde pour être présents. Reza, l'héritier, avait déjà 20 ans et s'efforçait de garder sa contenance avec la détermination de celui qui sait qu'il devra bientôt porter le poids d'un nom et d'un héritage qui pèsent lourd. Farhanaz, Ali Reza et la petite Leila, qui n'avait que 10 ans, se déplaçaient dans les couloirs du palais avec ce mélange de confusion et de douleur que ressentent les enfants lorsque le monde des adultes leur demande de comprendre des choses qu'aucun enfant ne devrait avoir à comprendre. Le 27 juillet 1980, à 9h50 du matin, Mohammad Reza Pahlavi mourut au Caire. Il avait 60 ans. Il avait régné pendant 37 ans sur l'un des empires les plus riches et les plus complexes du Moyen-Orient, et il mourut en exil, loin de son pays, dans un lit emprunté dans un pays qui n'était pas le sien, soigné par la femme qu'il avait aimée jusqu'au bout. Le président Sadat lui rendit les honneurs d'État. Les funérailles furent austères, comparées à la magnificence de Persépolis, mais elles furent dignes. Des drapeaux, une garde d'honneur, des prières. Il fut enterré dans la mosquée Al-Rifaï du Caire, dans la même crypte où reposait le dernier Shah de la dynastie Qadjar, son ancêtre. Le Shah d'Iran reposait ainsi en terre égyptienne, aux côtés des restes d'une histoire qu'il n'avait pas pu continuer. Pour Farah,
la mort du Shah signifia beaucoup de choses en même temps. Ce fut la fin de son mariage de 20 ans, de leur vie commune, de cette relation qui avait commencé lors d'une réception à Paris et avait traversé des couronnements, des exils et des maladies. Ce fut la fin de toute illusion d'un retour imminent. Et ce fut aussi le début d'une nouvelle solitude, différente de toutes celles qu'elle avait connues auparavant. Techniquement, depuis la mort du Shah jusqu'au 21e anniversaire de Reza, en octobre de cette même année, Farah fut régente de l'Empire iranien, un titre qui sonnait étrangement au Caire, avec le régime de Khomeini solidement installé à Téhéran, mais qui avait une signification symbolique importante pour les milliers d'Iraniens en exil qui refusaient de reconnaître la légitimité de la République islamique. Elle demeura en Égypte pendant près de 2 ans. L'assassinat du président Sadat, en octobre 1981, la priva de son hôte et protecteur. Le nouveau gouvernement égyptien continua de lui offrir un logement, mais l'atmosphère avait changé. Il était temps de partir. Farah quitta l'Égypte avec ses enfants et entama une nouvelle étape de l'exil, cette fois sans le Shah à ses côtés. Le monde qu'elle avait connu pendant 20 ans avait disparu. Son pays était aux mains d'un régime qui la considérait comme une ennemie. Son époux était mort. Et ses enfants, qu'elle avait tenté de protéger de tout, portaient en eux des blessures qui n'avaient pas encore fini de saigner. Elle s'installa d'abord en Europe, puis partagea sa vie entre Paris et le Connecticut aux États-Unis. Ce n'était pas une vie de pauvreté. Elle avait conservé une partie du patrimoine qu'elle avait pu sauver avant la fuite. Et les soutiens de la communauté iranienne en exil étaient considérables. Mais c'était une vie suspendue. Une vie entre parenthèses, la vie de quelqu'un qui attend sans savoir exactement ce qu'il attend. Elle restait pour des millions d'Iraniens vivant hors d'Iran un symbole, non pas simplement de la monarchie ou du régime du Shah, mais d'une version de l'Iran que beaucoup regrettaient. Moderne, cultivée, ouverte sur le monde, connectée à son histoire millénaire. L'impératrice en exil, la Shahrbanout sans trône. Mais l'exil, avec toute sa mélancolie, n'était pas le pire des coups que la vie lui réservait. Les pires coups viendraient de l'intérieur, de sa propre famille, de ses propres enfants, et ils arriveraient avec la cruauté silencieuse des tragédies qui n'annoncent pas leur venue. Il y a une phrase que Farah Diba répéta dans plusieurs interviews au fil des années. Une phrase qui dit « plus que n'importe quelle analyse politique sur ce que signifie l'exil lorsqu'il vous frappe au cœur de votre famille ». Elle dit « Ali Reza et Leila étaient des victimes de l'exil que nous avons vécu. Reza, le premier-né, fut celui qui trouva le mieux un chemin dans l'exil. Il se forma comme pilote militaire aux États-Unis. Il étudia les relations internationales. Il construisit une identité publique en tant qu'héritier du trône iranien et voix politique de l'opposition monarchiste. Il se maria, eut des enfants, continua d'avancer. Farhanaz, la deuxième fille, fut plus réservée, se tint à l'écart des projecteurs, mena une vie plus privée, plus discrète. Elle aussi trouva sa façon de continuer. Mais Ali Reza et Leila payèrent un prix bien plus lourd. Nés avec seulement 4 et 12 ans au début de l'exil, ils étaient trop jeunes pour avoir consolidé une identité avant que leur monde ne s'effondre. Ils grandirent entre les cultures, sans un pays auquel appartenir vraiment, avec le poids d'un nom qui était à la fois un héritage et un fardeau. La petite Leila fut la première à se briser. Elle grandit avec la sensibilité extrême de ceux qui ressentent le monde trop intensément, avec une intelligence qui la rendait consciente de tout ce que sa famille avait perdu et de tout ce que l'exil lui avait pris. Elle développa une anorexie mentale qui, au fil des années, devint une maladie qui la consumait lentement. Elle sombra également dans la dépendance aux médicaments et aux drogues, une spirale que personne dans la famille ne parvint à arrêter malgré des tentatives désespérées. Farah chercha de l'aide pour elle sans relâche. Elle l'accompagna chez des médecins, dans des cliniques, chez des thérapeutes. Dans une interview d'une honnêteté douloureuse, elle admit « J'ai tout essayé pour l'aider. J'allais même avec elle chez le médecin. Mais elle a tristement décidé de quitter ce monde. Et encore aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui l'a amenée à le faire. » Le 10 juin 2001, la princesse Leila fut retrouvée morte dans sa chambre d'un hôtel de Londres. Elle avait 31 ans. La cause officielle fut une surdose de cocaïne combinée à des tranquillisants. L'Iran, qui l'avait tant marquée sans qu'elle puisse jamais y retourner, ne lui avait pas laissé la vie. Farah avait 62 ans lorsqu'elle enterra sa fille. Il existe des douleurs pour lesquelles le langage humain se révèle insuffisant, et celle d'une mère qui enterre son enfant en est une. Mais la vie ne lui laisserait pas le temps de se remettre entièrement de ce coup avant le suivant. Ali Reza, le troisième enfant, était par tous les témoignages un homme brillant.
Il avait étudié l'histoire iranienne et la culture du Moyen-Orient avec une profondeur qui stupéfiait ses professeurs. Il parlait de la civilisation perse avec un amour et une connaissance qui émouvaient ceux qui l'écoutaient. Il était aimable, avait le sens de l'humour, était passionné. Mais il portait aussi le poids de l'exil, avec des dépressions cycliques qui devenaient de plus en plus fréquentes et de plus en plus profondes avec le passage des années. Ceux qui le connaissaient voyaient en lui quelqu'un qui vivait dans une tension constante entre qui il voulait être et le monde dans lequel il devait vivre. Le 4 janvier 2011, Ali Reza Pahlavi se suicida dans son appartement de Boston. Il avait 44 ans. Il mourut le jour même où il attendait la naissance de sa première fille. La nouvelle parvint à Farah comme la foudre qui tombe 2 fois au même endroit. Farah Diba avait perdu son époux, une fille, et maintenant un fils. 3 des personnes les plus importantes de sa vie, toutes victimes, de manière différente, de la même histoire. L'exil, le déracinement, l'impossibilité de rentrer chez soi. Dans une interview accordée peu après la mort d'Ali Reza, Farah dit quelque chose qui résume avec une précision brutale tout ce qu'elle avait vécu. Parfois je me sens comme si j'avais 200 ans. Mais elle continua à se tenir debout. Elle continua à parler, à travailler, à apparaître lors d'événements, à donner des interviews, à défendre la mémoire de son époux et l'avenir d'un Iran libre. Car s'effondrer était aussi, à sa façon, une manière de se rendre à ceux qui avaient détruit son monde. Et c'était la seule chose que Farah Diba n'était jamais prête à faire. Lorsque Farah Diba franchit les 40 ans d'exil, elle avait déjà enterré son époux, une fille et un fils. Elle avait déjà vécu dans plus de pays que la plupart des gens n'en visitent au cours de toute leur vie. Elle avait déjà vu l'histoire qu'elle avait vécue de l'intérieur devenir objet d'étude, de débat, de nostalgie et de condamnation. Et pourtant, elle restait reconnaissable, elle restait pertinente. Elle continuait à se lever chaque matin avec la même détermination de celle qui sait qu'elle a encore des choses à accomplir. Elle s'installa définitivement entre Paris et le Connecticut. Au Connecticut, parce que son fils Reza et ses petites filles y vivaient. Et la présence de ces fillettes qu'elle aimait, avec l'intensité avec laquelle on ne peut aimer que ceux qui restent quand tant d'autres sont partis, était son ancre la plus solide dans le présent. À Paris, parce que la France avait toujours été sa seconde patrie, le pays de sa formation, l'endroit où la langue et les paysages lui rendaient quelque chose qui ressemblait à l'appartenance. Elle ne retourna jamais en Iran. 40 ans et quelques après ce vol de janvier 1979, elle ne peut toujours pas fouler la terre où elle est née. Le régime de la République islamique la considère comme un symbole du passé qu'il a voulu détruire. Elle considère le régime comme le responsable de la destruction de tout ce qu'elle aimait. Mais s'il y a quelque chose qui définit la vieillesse de Farah Diba, c'est qu'elle ne devint pas une figure du passé enfermée dans ses souvenirs. Elle resta active, continua à parler, continua à être une voix publique. Elle fonda sa propre fondation, la fondation Shahbanu Farah Pahlavi, dédiée à la promotion de la culture iranienne et au soutien des Iraniens en exil. Elle apparut à des mariages royaux internationaux, à des funérailles d'État, maintenant cette présence digne et élégante qu'elle n'avait jamais perdue malgré tout. Elle assista au mariage du prince Frédéric de Danemark en 2004, à celui du prince Nicolaos de Grèce en 2010, à celui d'Albert II de Monaco en 2011, à celui du prince Hussein bin Abdullah de Jordanie en 2023. À chacune de ces cérémonies, la présence de la Shahbanu fut remarquée, commentée, photographiée, non par protocole, mais parce qu'elle reste, pour ceux qui la connaissent, une figure qui incarne quelque chose de plus qu'un titre aboli. Avec les années, elle commença aussi à parler plus ouvertement du régime iranien. Elle haussa le ton progressivement, passant de la diplomatie à l'appel direct. Dans un texte historique qui circula largement parmi les Iraniens, elle écrivit « Pendant plus de 40 ans, vous avez enduré des épreuves inimaginables, voyant votre beau pays tomber sous le contrôle de ceux qui l'ont détruit. » Son appel au peuple iranien résonna avec une force particulière lors des protestations qui secouèrent le pays à différents moments de l'histoire récente. Elle parla aussi de la mémoire de son époux avec une franchise qui surprend parfois par son équilibre. Elle ne prétendit pas que le règne du Shah fût parfait ni exempt d'erreurs, mais elle défendit sa figure face à ce qu'elle considère comme une diabolisation excessive de la part de ceux qui en firent le responsable de tous les maux pour justifier une révolution qui, selon elle, créa des maux bien plus grands. Elle dit dans une interview que malgré tout ce qui lui était arrivé, le Shah n'eut jamais un mot négatif contre son peuple ni contre ses compatriotes. En 2003, elle publia ses mémoires, qui furent publiées en français,
sous le titre Farah Diba Pahlavi, Mémoire. C'était un livre long, détaillé, personnel, qui parcourait sa vie depuis l'enfance à Téhéran jusqu'à l'exil, en passant par tous les moments que le monde connaissait de loin, mais qu'elle décrivait de l'intérieur. Ce fut un best-seller dans plusieurs pays et une source primaire irremplaçable pour comprendre non seulement sa vie, mais toute une époque de l'histoire de l'Iran. En 2009, la réalisatrice irano-suédoise Naïd Persson réalisa un documentaire sur elle intitulé « La Reine et moi », qui fut projeté dans des festivals du monde entier, notamment au Sundance et au Festival du film documentaire d'Amsterdam. C'était un portrait nuancé, parfois inconfortable, d'une femme qui porte le poids de l'histoire sans pouvoir s'en défaire. Et ces dernières années, elle annonça qu'elle travaillait sur 2 productions consacrées à sa vie et à celle de son époux, un documentaire et un film de fiction. « Je veux montrer ce qu'est l'Iran et qui sont les Iraniens », dit-elle. « Je veux que l'on parle de mon pays, en particulier de son histoire et de sa culture. » À 86 ans, Farah Diba continuait à raconter son histoire, parce que cette histoire était aussi celle de millions d'Iraniens qui l'avaient vécue de l'autre côté, depuis les rues de Téhéran, depuis les bazars d'Ispahan, depuis les montagnes du Kurdistan. Et parce que tant que cette histoire ne sera pas racontée dans son intégralité, l'impératrice sans couronne ne peut pas encore se reposer. Il y a des personnes dont la vie résume des époques entières, qui naquirent exactement au bon moment pour vivre de l'intérieur, et en première personne, l'ascension et la chute d'un monde. Farah Diba Pahlavi est l'une de ces personnes. Elle naquit à Téhéran alors que l'Iran était encore une jeune monarchie, gouvernée par un shah qui rêvait de construire un second empire perse à la hauteur du XXe siècle. Elle grandit dans une famille de classe moyenne éclairée qui lui donna le don le plus précieux qu'un père puisse offrir à sa fille. La certitude que le savoir est le seul patrimoine que personne ne peut vous enlever. Elle étudia en Europe. Elle ouvrit les yeux sur un monde plus vaste que les rues de Téhéran. Elle rêva de concevoir des bâtiments, de construire des espaces pour les gens. Et puis l'histoire la choisit pour quelque chose d'entièrement différent. L'histoire en fit une reine, une impératrice, la première dame d'un empire qui se croyait destiné à durer encore 1000 ans et qui ne dura que 2 décennies de plus. L'histoire la fit asseoir sur le trône le plus ancien du monde, puis l'en chassa en une seule nuit de janvier. Ce que Farah fit de sa position d'impératrice ne se résuma pas à porter des robes de Dior et à présider des banquets. Elle construisit des hôpitaux, fonda des universités, protégea le patrimoine culturel d'un pays fort de milliers d'années d'histoire. Elle rendit visite à des communautés de lépreux quand personne ne s'y attendait. Elle défendit les droits des femmes iraniennes à une époque où c'était un acte politique aux conséquences réelles. Elle fut nommée régente de l'Empire, la première femme à occuper ce poste dans une monarchie islamique moderne. Et lorsque tout cela disparut, lorsque la révolution arriva, et que le monde qu'elle avait construit s'effondra en quelques semaines, elle ne sombra ni dans le cynisme, ni dans le silence. Elle accompagna son époux mourant à travers 6 pays en 2 ans. Elle le soigna jusqu'au dernier jour. Elle l'enterra en terre étrangère, puis continua à vivre, parce que vivre était aussi, à sa façon, une forme de résistance. Elle perdit 2 enfants à l'exil. C'est peut-être la phrase la plus dure de toute cette histoire, parce qu'elle renferme en 5 mots des décennies de douleur qui ne peuvent pas se décrire entièrement. Ali Reza et Leila ne moururent pas de maladies ordinaires ni d'accidents. Ils moururent d'une blessure que l'exil avait ouverte en eux et qui ne put jamais se refermer. Et Farah, qui les aimait avec l'intensité avec laquelle seule une mère qui sait combien la vie est fragile peut aimer, dut continuer à vivre avec ce poids. Mais il y a aussi autre chose dans cette histoire, quelque chose qui va au-delà de la tragédie personnelle et qui touche une question plus large. La question de ce qui se perd lorsqu'une révolution détruit un monde et en construit un autre à sa place. L'Iran des bazars et des mosquées, des montagnes enneigées et des déserts infinis, de la poésie de Hafez et de l'architecture d'Ispahan, existait bien avant que les Pahlavis n'arrivent au pouvoir, et continuera d'exister bien après que la République islamique aura disparu. Farah le sait. C'est pourquoi elle continue à parler de l'Iran, non pas comme d'un pays perdu, mais comme d'un pays en attente. C'est pourquoi elle continue à apparaître lors d'événements, à donner des interviews, à appeler les Iraniens à résister et à ne pas oublier qui ils sont. C'est pourquoi elle travaille sur des documentaires et des films, non pour défendre un régime qui eut ses propres zones d'ombre, mais pour rappeler qu'un pays est plus grand que n'importe quel gouvernement, et qu'une civilisation de 25 siècles ne s'efface pas avec une révolution. À 86 ans, Farah Diba Pahlavi vit entre le Connecticut et Paris. Elle a des petites filles qu'elle adore.
Elle a le souvenir de son époux, de ses enfants perdus, des jardins du palais Niavarin qui n'existent plus pour elle, sinon dans la mémoire. Elle a l'image de cette jeune femme de 21 ans qui monta dans un avion à Paris sans savoir qu'elle était en route vers un trône. Et l'image de cette même femme descendant d'un autre avion en Égypte des décennies plus tard, le chat malade à ses côtés, et le monde derrière elle réduit en cendres. Et elle a autre chose encore. La conscience tranquille de celle qui sait qu'elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait, qu'elle a aimé son pays, qu'elle a aimé sa famille, qu'elle ne s'est pas rendue quand il eût été plus facile de se rendre. Toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse. Toutes les vies ne se terminent pas comme elles ont commencé. Mais il y a des histoires qui méritent d'être racontées. Précisément parce qu'elles nous rappellent que les êtres humains sont capables de porter des fardeaux qui semblent impossibles et de continuer à marcher malgré tout. Celle-ci est l'une de ces histoires. Et la femme qui l'a vécue, avec tout son éclat et toute son ombre, mérite que nous nous en souvenions. Si vous voulez continuer à découvrir des destins extraordinaires comme celui de Farah Diba, abonnez-vous à cette chaîne et regardez la prochaine vidéo. Nous y racontons l'histoire d'une autre femme qui, elle aussi, vit son monde basculer du jour au lendemain et dont le courage face à l'impossible vous laissera sans voix.